Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler un petit peu des spoilers de Dominaria United et du produit Commander qui va avec pour vous parler des cartes qui me paraissent les plus intéressantes de l'édition pour le Commander. Pas spécialement de top aujourd'hui, seulement une revue des cartes qui m'ont marqué lors de cette saison des spoilers qui s'est terminée il y a seulement quelques jours. Je ne vais pas parler forcément des commandants, qu'on voit plutôt dans les vidéos deck tech ou decklist, mais si ces derniers sont vraiment jouables dans les 99 cartes d'autres decks, peut-être qu'ils seront cités ici. On commence tout de suite avec le cycle des Defilers, qui sont un cycle de cartes monocouleurs, avec une grosse préférence pour moi pour le rouge, puis le vert, qui me paraissent très intéressants, même si les autres sont sûrement jouables aussi. Toutes ces cartes ont en commun qu'elles nous permettent de transformer entre guillemets un mana coloré de tous nos sorts de permanents en mana Phyrexian, en payant des points de vie au lieu du mana coloré. Et de fournir en plus de cela un effet bonus quand on lance un sort de permanent de cette couleur. Ils seront sûrement très bons dans des decks monocouleurs, peut-être même en bicolore, et je pense que le rouge va rentrer dans quasiment tous mes decks mono-red et mes decks Rakdos, au vu de son effet. Ensuite, Academy Lore Master est une carte assez sympa qui renouvelle le côté pioche groupe Hug, et qui profitera bien aux decks bleus qui veulent plutôt jouer en éphémère pour passer outre la taxe. Braid's Horizon Nightmare, créature légendaire, mais semble vraiment très intéressante même dans les 99, offrira souvent, à mon avis, jusqu'à 3 cartes par tour en échange d'un permanent. Si vous pouvez jouer avec les terrains, elle me semble encore meilleure. Dans l'idée, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Baba Lysaga de Donjons et Dragons, mais avec un effet en fin de tour au lieu d'un effet qui s'active en s'engageant. Hélas, Ilkor, lui aussi est légendaire, et c'est un nouvel aristocrate pur et dur, qui nous fait gagner des points de vie quand on a une créature qui arrive en jeu, et en perdre à nos adversaires quand nos créatures meurent. Il a le contact mortel, ce qui le rend à mon avis encore meilleur, pour pouvoir se défendre contre à peu près n'importe quoi. Et c'est un ajout quasi indispensable à toutes les stratégies aristocrates en blanc et noir. Troisième créature légendaire, Garna Bloodfist of Kell est aussi très très bonne dans un paquet de decks agressifs sur Rakdos, en permettant de remplacer toutes nos bêtes qui vont mourir en attaquant. Mais aussi dans les decks aristocrates rouge ou noir, vu qu'elle a un effet quand nos bêtes n'attaquent pas qui mettra des dégâts à tous nos adversaires. Cet effet d'aristocrate rouge-noir est quand même plus rare qu'en Orzhov, et c'est pour ça que je la mentionne ici. Côté produit commandeur, Gérard Hourglass Pendant me paraît être un quasi-staple du format. Pour seulement un mana en flash, il permet d'empêcher les tours supplémentaires, ce qui fera plaisir à grand nombre de gens, mais c'est vraiment son effet de récupérer tous nos permanents mis au cimetière ce tour-ci en se sacrifiant, qui est parfait contre les Vras, ou pour jouer vous-même des Vras, même si c'est un peu plus cher, et le fait que ce soit colorless au lieu d'être blanc comme les effets de ce type habituellement, que j'apprécie beaucoup, la rendent vraiment très très bonne pour moi. Karn Silex est toujours un artefact incolore, et il me paraît très bon. Il bloquera un paquet de capacités qui demandent de payer des points de vie, notamment les Fetchland, et il peut servir de Vras modulable si besoin. Plaza of Heroes est un terrain qui fait beaucoup de bruit, je le trouve un petit peu surcoté pour le moment. Certes, son effet de protection est correct, mais il est coûteux, il faut quand même 4 mana ouverts pour pouvoir l'activer, il protège une seule créature, et le fixing en couleur de la carte laisse aussi à désirer si votre deck n'est pas fait pour la jouer. Si elle vous donne du mana pour votre commandant, ce qui est très bien, si celui-ci n'est pas en jeu, vous n'aurez que du mana incolore pour vos autres sorts, qui composent quand même 99% de votre deck. En plus, maintenant, il y a pas mal de commandants 5 couleurs, comme Kenrit ou Najila, qui ont une identité couleur à 5, mais ne sont que d'une seule couleur, rendant le terrain encore moins bon, parce qu'il ne fournira que du blanc, par exemple avec Kenrit. La carte reste très bonne, vous pouvez la jouer, mais je pense qu'elle est meilleure si vous avez quand même beaucoup de permanents légendaires pour être sûr d'avoir du fixing. Toujours dans les terrains, une nouvelle bonne option budget avec le cycle commun des terrains arrivant engagés et ayant 2 types de terrains de base. Ça fait plaisir pour pas mal de decks, et même en bicolore on peut les envisager comme une autre cible à fetch, si vous jouez des fetchlands. Serra Paragon est un Lurus boosté aux hormones, et qui me paraît vraiment excellent. Il permet de ne rater presque aucun land drop si vous jouez beaucoup de fetchland, mais aussi de récupérer vos permanents, qui coûtent 3 au moins, tout en gagnant quelques points de vie s'ils sont détruits ensuite. Il faut noter que la capacité qui exile les permanents que vous rejouez est une capacité déclenchée, et qu'on peut donc y répondre, par exemple en réanimant le permanent en éphémère, ou en le jouant si ce dernier a le flash par exemple avec la capacité du Serra Paragon. On peut aussi blinker le Serra Paragon pour remonter plusieurs permanents à chaque tour, en faisant vraiment une excellente carte. Petite note pour ceux qui ne le sauraient pas, elle ne nous permet pas de jouer des terrains en plus de notre compte de terrain par tour. Si on en a déjà joué un du cimetière et qu'on n'a pas d'effet qui nous permet d'en jouer plus, on ne pourra pas le refaire même en la blinkant.
Sheoldred The Apocalypse, pour revenir du côté des légendaires, me paraît être une bonne bête de façon générale. Elle tradera à peu près tout, en étant 4-5 contacts mortels, et elle offrira potentiellement beaucoup de gains de points de vie incidentels, tout en baissant doucement la vie de vos adversaires. Elle est rarement une cible vraiment prioritaire, parce que son effet n'est pas impactant tout de suite, ce qui devrait lui permettre de rester en jeu beaucoup plus longtemps. A noter qu'elle sera excellente dans des decks wheel, et son coût assez faible permettrait même d'enchaîner une wheel après avoir joué Sheoldred. Silverback Elder, qui est une carte mythique qui semble un peu faiblarde pour les formats à 60 cartes, me paraît plutôt bonne pour le DH, avec des decks mono vert, voire bicolores, qui ont un nombre de créatures suffisamment important. Il fournira au choix du ramp, de la gestion d'artefacts ou d'enchantements, ou du gain de PV, qui peuvent être assez impressionnants dans des bases avec beaucoup de créatures peu chères. Temporary Lockdown semble être une vrasse excellente, qui coûte seulement 3, et qui touchera tous les jetons qui ne sont pas des copies d'une grosse bête, mais aussi les cailloux, les mana d'orque, et tous les autres petits permanents un peu pénibles. The Cruelty of Geeks paraît aussi être une bonne carte, notamment dans les decks budget, servant à la fois de tuteur et de réanimateur, et pouvant aussi, si on commence à l'étape 1 pour être un peu plus lent, de faire défausser une carte. A noter que si on joue un peu avec les compteurs, par exemple avec une carte qui s'appelle Power Conduit et que je trouve de plus en plus intéressante au vu des sagas très puissantes qu'on a, on peut tuteur ou réanimer à chaque tour. The Phasing of Zhalfir, en parlant de saga, me paraît correct. C'est pas une carte exceptionnelle, les gens sont très hypés dessus également. Elle sera surtout jouable en mono bleu à mon avis pour avoir une pseudo-vrasse, même si elle laissera quand même beaucoup de body 2-2 derrière, ce qui ne nous sauve pas forcément, et l'effet de pouvoir se déphaser des permanents reste agréable. Elle me paraît encore meilleure si on l'utilise aussi avec Power Conduit pour enlever des marqueurs et déphaser progressivement toutes les créatures de nos adversaires tour après tour. Encore une saga, The Weatherseed Treaty me paraît être une très bonne alternative ou un complément aux cartes comme Cultivate, qui vont chercher un terrain de base, pouvant, de son côté, créer un jeton 1-1 Sapropion en deuxième étape, et donner ensuite un boost sympathique à une créature et le piétinement, ce qui n'est pas à négliger. Son principal intérêt pour moi sera surtout d'être un enchantement pour les decks qui en profitent, ou des decks qui, encore une fois, peuvent manipuler des compteurs, permettant par exemple, avec Power Conduit, on s'en doutait, d'aller chercher un terrain tous les tours. Dernière petite saga que j'aime bien, Urza Assembles the Titans, me paraît très sympathique pour les decks Super Friends, c'est une carte qui vous permettra de vous accélérer d'un mana, d'aller chercher un Planeswalker depuis le dessus de votre deck, ou surtout de jouer double capacité de loyauté sur nos Planeswalkers, ce qui est souvent très intéressant. Vesuvan Duplimancy est un enchantement que j'adore. C'est une espèce de doublon de Orvar, qui vient de Kaldheim, mais sur un permanent plus difficile à gérer, et qui pourra copier nos permanents légendaires sans d'avoir à les sacrifier, ce qui est souvent une source de combo ou de value très absurde. Et dans le deck Orvar, on pourra copier Orvar pour encore plus d'absurdité. Enfin, dernière carte dont j'avais envie de parler, Weatherlight Completed n'est pas la carte la plus forte non plus, mais il semble être assez sympa dans des decks aristocrates, permettant au début de sélectionner un peu des cartes, mais surtout d'en piocher à partir d'un certain nombre, ce qui peut être très très bon si vous jouez des decks aristocrates dans des couleurs qui n'ont pas accès à ce genre d'effet, par exemple en blanc-rouge ou en rouge-vert, enfin j'en sais rien, mais sans noir. Voilà pour les cartes qui m'ont le plus marqué pour le Commander dans l'extension Dominaria United. C'est une extension de standard, donc qui n'est pas faite pour le Commander, même si on sent bien qu'il y a de plus en plus de créatures légendaires, et notamment dans celle-ci, et de cartes designées pour le multijoueur, et je la trouve vraiment riche pour le format. Ça veut dire encore plein de changements à faire dans les différents decks. Il y a aussi énormément de commandants, du coup, dans l'extension, et beaucoup qui m'ont vraiment plu, par rapport aux commandants qu'on a eu les extensions précédentes. Le deck Zur, que j'ai déjà présenté en vidéo dès qu'il a été spoilé, est déjà construit. J'ai aussi déjà construit un autre deck, Ratadrabik of Urborg, qui est incroyable, et que je vous présenterai en vidéo dans très peu de temps. Et je pense aussi faire une vidéo Fast Deck Build, où je vous présente 4 pistes de construction pour 4 commandants, pour parler un petit peu des autres commandants qui me plaisent dans l'extension. On s'arrête donc là pour aujourd'hui. C'était à peu près toutes les cartes qui me paraissent vraiment pertinentes dans l'édition. Pas beaucoup de communes unco cette fois-ci, surtout des rares. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou si j'ai raté des cartes impressionnantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monocommander, bye.